Et voici la vidéo règle de Takara Island. C'est un jeu d'exploration pour 2 à 4 joueurs. À partir de 8 ans, c'est un jeu de Takahiro et Sayaka Amioka, édité par Ferty. Au niveau matériel, tout d'abord un plateau de jeu qui représente Takara Island. Effectivement, il y a ici une montagne que les joueurs vont pouvoir explorer pour y découvrir des trésors. Nous avons aussi un tripot, nous avons aussi un comptoir, un hôpital et une forge. Nous avons ensuite 4 petits plateaux individuels correspondant à la couleur des joueurs. Chaque joueur va pouvoir choisir ses personnages préférés. À chaque fois, il y a toujours 2 personnages de représentés sur ces tuiles. Une fois qu'on a choisi sa couleur, on va placer cette plaquette face visible devant soi. On va récupérer en fait les 2 pions personnages correspondant à l'illustration et puis qui sont bordés avec la couleur. On va les disposer ici à droite sur notre plateau individuel. Et le troisième, qui a la même tête en fait pour tous les joueurs, sera disposé en fait sur le village, ici au centre du jeu. Vous trouverez ensuite une épée et un petit dé comme ça spécial que vous placerez dans la forge qui se trouve sur le village. Ensuite, nous avons un ensemble de petits jetons d'expérience en fait qui seront disposés à côté du plateau de jeu. Ils ont tous une valeur de 2. Nous avons aussi des petits jetons comme ceci qui sont des jetons de blessure qui seront aussi disposés à côté du jeu, ainsi que des pièces de valeur 10, 5 et 1 qu'on disposera aussi en tas à côté du plateau. Puis nous avons 4 tuiles de spécialistes qui seront disposées sur les emplacements prévus à cet effet à côté du plateau de jeu comme ceci. Un ensemble de cartes coffres qu'on mélangera bien avant de le disposer sur l'emplacement spécifique du plateau de jeu. Et enfin, nous avons 3 paquets de 9 tuiles de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3 qui seront des tuiles de galerie. Alors pour la mise en place, un seul joueur va faire une préparation pendant que tous les autres joueurs autour de la table vont fermer les yeux. Effectivement, ce joueur-là va prendre la pile de niveau 3 et il va chercher en fait 2 tuiles particulières que sont les tuiles de puissance, comme ceci avec des pierres de puissance à l'intérieur. Il va donc prendre ces 2 pierres de puissance, les mettre face cachée, et ensuite répartir les autres tuiles en 2 tas équivalents, toc toc, de façon comme ceci, à obtenir 2 tas de même hauteur. Une fois qu'il a fait ça, il va bien mélanger chacun des 2 tas, en fait, de façon à ne plus trop savoir où se trouve la tuile de puissance à l'intérieur, avant de diviser ce paquet en petits paquets de 3 cartes. 3 et 3. Et il va faire la même chose avec celui-ci, dans lequel il y a donc une autre pierre de puissance, en faisant 3, 3 et 3 aussi. Une fois qu'il a fait ça, eh bien, il va fermer les yeux et tous les autres joueurs vont ouvrir les yeux. Un autre joueur, désigné au hasard parmi ceux qui ont les yeux ouverts, va sélectionner en fait ces paquets et va les disposer sur les emplacements ici de galerie du plateau de jeu. Ensuite, tout le monde va pouvoir ouvrir les yeux, et puis on va en rajouter en fait 3 cartes de niveau 2 sur chacun des paquets, après les avoir évidemment bien mélangées, et ensuite on va faire la même chose avec 3 cartes de niveau 1 qu'on va aussi rajouter par-dessus, de façon à obtenir des piles de 9 cartes, avec 3 de niveau 1, 3 de niveau 2 et 3 de niveau 3, en sachant qu'il y a donc 2 paquets dans lesquels se trouvent les tuiles de puissance. Nous sommes alors prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, nous sommes sur l'île de Takara, qui vient d'être découverte récemment, et une légende indique que 2 pierres précieuses sont cachées au fin fond des galeries de la montagne, et que l'aventurier qui parviendrait à réunir ces 2 pierres de puissance gagnera la vie éternelle. Vous êtes donc à la tête d'un petit groupe d'aventuriers qui avaient décidé de creuser des galeries pour découvrir des trésors, attention peut-être combattre des monstres, pour enfin réunir les 2 pierres magiques. Alors, on va désigner un premier joueur au hasard, ou de la manière que vous souhaitez, et ensuite, nous jouerons à tour de rôle comme ceci jusqu'à la fin du jeu. À chaque fois que ce sera à quelqu'un de jouer, il aura 3 options. Premièrement, louer une épée pour pouvoir se battre éventuellement contre des monstres. Deuxièmement, il pourra utiliser tous les aventuriers qui se trouvent sur sa fiche. Et troisièmement, il pourra, s'il le souhaite, recruter
et terminer sa journée, avant que ça passe au tour du joueur suivant, qui lui aussi fera ses 3 phases, louer une épée, utiliser ses aventuriers, recruter, terminer sa journée, et ainsi de suite jusqu'à ce que le jeu prenne fin. Alors imaginons que notre premier joueur soit le joueur rouge. Premièrement, et ceci est une option, il peut décider de louer l'épée chez le forgeron pour pouvoir combattre des monstres. Attention par contre, louer l'épée va coûter 3 pièces, 3 carats qui sont ici. Malheureusement, en début de partie, nous n'avons rien du tout en pièces, et donc ça va être impossible de choisir cette option-là. Donc on passe directement à la deuxième phase, qui va être celle de l'utilisation de nos aventuriers. Alors, un joueur peut utiliser tous les aventuriers qu'il a sur sa feuille de personnage. Pour le moment, nous n'en avons que 2, on pourra donc faire 2 fois des actions spécifiques qui peuvent être identiques ou différentes en fonction de ce qu'on choisit. Il y a 7 possibilités. Vous pouvez observer, vous pouvez fouiller, vous pourrez combattre, vous pourrez réduire des éboulements, vous pourrez faire appel aux spécialistes, vous pourrez aller au tripot ou vous pourrez aller au comptoir. Alors, en début de partie, les spécialistes étant payants et comme vous n'avez pas de pièces, vous ne pouvez pas faire cette action, tout simplement. Ensuite, nous avons le comptoir sur lequel on ne peut pas faire d'action non plus parce que c'est pareil, c'est payant ou qu'il faut avoir des points de victoire et vous n'en avez pas pour le moment. Il reste le tripot. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un de vos personnages pour l'envoyer au tripot, et chaque personnage qui sera au tripot rapportera une pièce au joueur qui a placé quelqu'un au tripot. Donc là, je peux parfaitement décider d'envoyer mon premier bonhomme sur le tripot. À ce moment-là, je gagne immédiatement une pièce de la banque, et puis ensuite, je peux utiliser mon deuxième personnage que je peux à nouveau envoyer sur le tripot si je veux, ou que je peux envoyer faire autre chose. Effectivement, il nous reste la montagne et les galeries que l'on va pouvoir explorer pour aller essayer de trouver des choses intéressantes. Nous avons des trésors qui vont nous rapporter des sous, nous avons aussi des points d'expérience à gagner, mais il y a aussi des monstres. Et bien sûr, les pierres magiques qu'il faudra tenter de retrouver, mais qui sont tout au fond des paquets pour le moment. Alors, première option, lorsqu'on envoie quelqu'un dans une galerie, on peut choisir, si on veut, de faire l'action observer. Observer, eh bien, c'est qu'on va regarder un petit peu ce qu'il y a sur les 3 prochaines tuiles. Le joueur donc qui choisit l'action observer va normalement regarder les 3 premières cartes, mais attention, il va devoir le faire une par une. Donc là, je commence par la première, je la retourne pour la regarder secrètement sans la montrer aux autres joueurs, mais attention, si je tombe sur une carte comme celle-ci, qui est une carte éboulement, eh bien ça va immédiatement arrêter mon tour et je n'aurai pas le droit de regarder les cartes suivantes. Par contre, je devrais placer cette carte éboulement face visible, et lorsque j'observe comme ceci un éboulement, eh bien je vais recevoir par contre 2 pièces de la banque pour ma peine, que je vais donc mettre devant moi. Alors, pour reprendre mon exemple de tour, j'ai utilisé mes 2 aventuriers disponibles, leur tour est terminé, et donc je finis mon tour. Lorsqu'un joueur a utilisé tous ses aventuriers, mais il n'est pas obligé de tous les utiliser, bien qu'on ait quand même tendance à le faire, il va tout simplement récupérer ses personnages et les remettre en fait sur sa feuille avant que le tour passe au joueur suivant. Alors maintenant qu'une carte éboulie est face visible sur le dessus d'un paquet, un joueur peut aussi choisir comme option, au lieu d'observer un paquet, d'aller détruire cet éboulement. Mais pour pouvoir détruire un éboulement, il va falloir envoyer ces 2 personnages à la fois, parce que c'est assez difficile à enlever. Donc on est obligé d'en utiliser 2, et à ce moment-là, le joueur va gagner 2 pièces par éboulement visible sur tous les paquets. Donc là, si le joueur décide de faire ça, eh bien, il ne recevra que 2 pièces, car il n'y a qu'un seul éboulement visible. Donc c'est pas forcément très intéressant pour le moment. Il pourrait donc, au contraire, décider lui aussi d'aller fouiller un endroit. Il se place donc par exemple ici, et puis il regarde les tuiles une par une. Ah, je regarde la première, et ceci est un monstre. Alors les monstres ont des points de vie qui sont dessinés en bas, et c'est comme ça qu'on les reconnaît. Et lorsque le joueur tombe sur un monstre, il peut décider soit de le placer face visible, soit de le laisser face cachée. S'il le place face visible, il recevra 2 pièces de la banque comme pour les éboulis. Mais là, il n'est pas obligé de le faire, il peut décider de le laisser face cachée secrètement.
Donc là, notre joueur pourrait se dire, bon, allez, tant pis, je vais le laisser face cachée, parce que je n'ai pas envie que les autres sachent qu'il y a un monstre à cet endroit-là. Ensuite, je regarde donc la deuxième carte. Ah, encore un monstre. Aïe aïe. Je décide. Allez, je peux décider par exemple de le mettre face visible, celui-là. Et puis ensuite, j'ai le droit de regarder la troisième tuile. La troisième tuile nous indique que si le joueur la fouille, il recevra un point de victoire. Mais attention, son personnage ira à l'hôpital, nous verrons ça tout à l'heure. Donc là, c'est juste regarder. Donc je replace les tuiles dans l'ordre dans lequel je les ai regardées. Et j'ai décidé donc de révéler le deuxième monstre. Je reçois donc 2 pièces de la banque pour avoir choisi cette option. Par contre, ce monstre se trouvant sous la première tuile, pour l'instant, personne ne peut le combattre. Ceci étant fait, il reste encore un deuxième aventurier pour le joueur vert. Il pourrait l'envoyer au même endroit, mais là je sais qu'il y a un monstre, je suis le seul à le savoir, et rencontrer un monstre sans avoir l'épée du forgeron, eh bien malheureusement le monstre va me faire du mal. Donc je ne vais pas y aller, et je vais choisir par exemple d'aller explorer à un autre endroit. Donc hop, je regarde la première carte. Ah, ça c'est du trésor. Effectivement, ça va rapporter 2 pièces pour le joueur qui explorera. Mais là, je suis en période d'observation, je ne peux donc pas le récupérer. Le deuxième, c'est aussi des sous. Et le troisième... ah, le troisième, c'est un éboulement. Comme je tombe sur un éboulement, je suis obligé de la placer face visible, et je reçois 2 pièces de la banque que je rajoute à mon pécule avant de redisposer les cartes comme ceci. Attention, si on veut détruire cet éboulement, ça ne comptera pas comme étant un éboulement visible, car il reste encore 2 cartes à explorer par-dessus. Comme le joueur vert a utilisé tous ses aventuriers, eh bien hop, il les récupère, il les replace ici, c'est la fin de son tour, on passe au tour du joueur jaune. Alors le joueur jaune pourrait se dire, tiens, il n'est pas allé explorer ici, c'est bizarre, alors qu'il avait regardé et qu'il a mis un deuxième aventurier ailleurs. Donc il y a des chances que ça soit dangereux d'aller ici. Pour l'instant j'ai pas assez de sous, donc je ne peux pas acheter d'épée. Donc tant pis, je vais tenter en fait d'aller fouiller. Effectivement, au lieu d'observer pour regarder les 3 cartes, eh bien, à un moment donné, on peut décider de fouiller carrément un paquet pour essayer de trouver quelque chose. Alors, il ne sait pas, puisqu'il a décidé de ne pas regarder, mais il décide de fouiller, et lorsqu'on fouille, eh bien, tout simplement, on va révéler face visible la tuile du dessus du paquet. Ah, 2 pièces, donc là, le joueur va tout simplement gagner les 2 pièces de trésor qu'il va pouvoir mettre sur sa feuille, et ensuite, cette tuile est défaussée. Voilà, il a réalisé son action. Alors, maintenant qu'il a récupéré 2 pièces, comme il lui reste un personnage, il pourrait aussi choisir de faire une action payante, comme par exemple recruter un spécialiste. Alors, pour recruter un spécialiste, il faut se placer ici, on ne peut donc envoyer qu'un seul personnage, car il n'y a qu'un seul emplacement de spécialiste. Et à ce moment-là, je vais pouvoir choisir en fait le spécialiste de mon choix ici, à condition de le payer. Le premier va coûter 2, le deuxième coûte 5, le troisième coûte 3. Et celui-ci permettra d'utiliser un spécialiste déjà reçu par un autre joueur, donc là ce n'est pas le cas. Donc inutile de m'en occuper. Par contre, il a décidé de se placer ici pour payer ce spécialiste. Comme il coûte 2, je paye immédiatement 2 à la banque, et ensuite je récupère ce premier spécialiste. Alors celui-ci va me permettre de regarder en fait les 5 premières cartes d'une pile. Mais juste les regarder. Cette fois-ci, on ne fera rien si on voit en fait un éboulement ou si on voit un monstre, c'est juste commencer à explorer. Donc le joueur va placer cette tuile de spécialiste à côté de sa tuile de personnage, et ensuite il va choisir un paquet de son choix et regarder les 5 suivantes. Donc hop, là par exemple, vous pourrez décider de prendre ces 5 tuiles. Attention, il ne faut pas les mélanger, et je vais regarder en fait ce qui va arriver. Ah, un éboulement en premier, ensuite des sous, ensuite encore un éboulement, ensuite un monstre, et enfin encore un éboulement. Ouh là là, ça m'a l'air d'être sacrément ébouli ici. Je les repose là, j'essaye de m'en rappeler évidemment de ce que j'ai vu, et puis comme le joueur a utilisé tous ses personnages, et bien hop, il va pouvoir récupérer ses personnages et les remettre sur sa feuille. Alors attention, à la fin de son tour, si on a un spécialiste devant soi que l'on a utilisé, on est obligé de l'utiliser au moment où on l'achète, comme j'ai fait, eh bien le joueur va devoir mettre ce spécialiste face cachée.
jusqu'au prochain tour. On passe alors au tour du joueur suivant, le joueur bleu qui pourrait se dire « Allez, moi j'ai pas peur, j'ai envie d'y aller, tiens, je vais aller fouiller et directement cette tuile sans même savoir ce que c'est, je prends le risque, allez tant pis. » Je retourne cette carte à un éboulement. Alors lorsqu'on retourne comme ceci un éboulement en fouillant, et non pas en observant, eh bien malheureusement je ne gagnerai pas les 2 sous que j'aurais gagnés si j'avais révélé en fait l'éboulement de façon normale. Donc je vais juste la laisser comme ça, et malheureusement mon personnage perd un tour pour rien. Ensuite, il utilise son deuxième personnage, il ne peut pas en fait déblayer les galeries car il faut 2 personnages, donc là il n'a plus le choix, comme il n'a pas de sous, soit de l'envoyer au tripot pour gagner une pièce, ce qui est assez ridicule, soit eh bien, d'observer en fait une nouvelle pile en regardant 3 cartes, soit de fouiller un nouvel endroit. Bon allez, il se dit, moi je joue le tout pour le tout, le risque, je vais aller fouiller cet endroit-là, hop, je retourne la première tuile, ah, je gagne un point d'expérience, un point de victoire, car effectivement ces points-là permettront éventuellement de gagner la partie en fin de partie, mais attention, lorsqu'en bas à droite il y a dessiné ce symbole d'hôpital, ça voudra dire que malheureusement, bon, mon aventurier s'est pris quand même une petite pierre sur la tête. Donc je vais donc placer cette tuile de points de victoire devant moi, et mon aventurier qui a fouillé malheureusement va partir ici à l'hôpital. C'est alors la fin du tour bleu qui récupère son aventurier qui était dans les galeries, mais par contre il en a un à l'hôpital. Alors immédiatement à la fin du tour du joueur qui a un personnage ou plusieurs à l'hôpital, je dois choisir: est-ce que je veux payer 2 à la banque pour que mon personnage sorte directement et que je puisse le récupérer? Ou est-ce que je ne paye pas? Là, malheureusement, je n'ai pas de pièces, donc je suis obligé de ne pas payer. Et lorsque je ne paye pas, hop, je le mets ici en salle de repos. Je ne pourrai le récupérer qu'à la fin de mon prochain tour. Il sortira à ce moment-là gratuitement. Donc malheureusement, là, il est en salle de repos. Le tour du joueur bleu est terminé, on repasse au joueur rouge. Alors, pour pouvoir combattre les monstres, il faudra absolument avoir l'épée. Mais choisir de louer l'épée pour 3 pièces, eh bien, ça va devoir se décider avant d'utiliser ces personnages. Donc, il faut décider maintenant pour le joueur rouge si je prends l'épée ou si je ne prends pas l'épée, puisque j'ai assez pour la louer. Donc là, il décide de ne pas le faire, par exemple, et puis, comme première action, il pourrait se dire « Bon, allez, moi, je pars fouiller cette tuile-là. » Hop, je retourne une tuile, et aïe, malheureusement, je suis tombé sur un monstre. Lorsqu'on tombe sur un monstre et qu'on n'a pas d'épée pour se défendre, eh bien, malheureusement, le monstre va nous blesser. Bim, il nous envoie automatiquement à l'hôpital, et le monstre reste ici, face visible, sur le paquet. Ensuite, il me reste un deuxième personnage, mais je ne peux pas aller combattre un monstre si je n'ai pas d'épée, donc là, ça va pas être possible de choisir cette option. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Eh bien, par exemple, avec 3 pièces, je pourrais décider de les dépenser pour utiliser un spécialiste, ou bien d'explorer à nouveau un nouvel endroit. Allez, je décide de l'envoyer là. Comme mon tour va se terminer après l'utilisation de mon personnage, je préfère observer. J'observe ou des pièces, j'essaie de me rappeler pour le tour d'après, ou des pièces, j'essaie de me rappeler, ou des pièces. Ouh là là, je sais que c'est très intéressant ici. Mais je ne retourne rien, donc, puisque je ne suis ni tombé sur une galerie, ni tombé sur un monstre. Le tour du joueur rouge est donc terminé, hop, je récupère mon personnage, celui qui est à l'hôpital, là je peux décider, par exemple, comme j'ai suffisamment de pièces, de payer 2 à la banque pour pouvoir le faire sortir directement et le récupérer quand même, plutôt que de ne pas l'avoir pendant un tour. On passe alors au tour du joueur vert qui pourrait lui décider d'aller combattre un monstre. Pour pouvoir combattre le monstre, donc comme je le disais, en début de tour, je choisis de louer l'épée. Je donne donc 3 à la banque et je récupère l'épée que je place sur mon personnage avec le dé. Ensuite, je choisis un de mes aventuriers et je dis, lui, il va aller combattre ce monstre qui se trouve ici. Alors pour combattre le monstre, c'est très simple, il faut évidemment avoir l'épée, et ensuite je vais lancer le dé pour tenter de battre le monstre. Hop, j'ai fait une épée, si j'arrive à obtenir un symbole épée, j'inflige 1 point de dégâts au monstre, qui se présente sous la forme de petits jetons blessures, comme ceci. On va regarder la force du monstre, ici elle est de 1, je lui ai infligé une blessure, et bien c'est bon, j'ai réussi à tuer le monstre.
Par contre, si j'avais fait un symbole d'hôpital comme ça, eh bien malheureusement, mon personnage aurait été obligé de partir à l'hôpital sans avoir réussi à tuer le monstre qu'on aurait laissé ici. Et attention, certains monstres ont plus de 1 en blessure, il faudra donc lancer plusieurs fois le dé pour pouvoir parvenir à les tuer. Là, ce n'est pas le cas, donc j'ai réussi à tuer ce monstre du premier coup. Super, je gagne donc les récompenses, 1 point de victoire et 5 sous de la banque. Je récupère donc 5 thunes, hop, et ensuite je mets cette petite plaquette à côté de mon plateau pour me rappeler que j'aurai 1 point de victoire en fin de partie. Comme un deuxième monstre est apparu ici, je peux tout à fait envoyer mon deuxième aventurier, lui aussi combattre le monstre qui se trouve là. Allez, c'est reparti, je lance le dé, aïe, malheureusement, hôpital. Là, boum, mon personnage part à l'hôpital et je n'ai pas réussi à tuer le monstre et je n'obtiens donc pas de récompense et il n'y a pas de blessure de fait au monstre. Il faudra donc un autre joueur ou que moi-même, si personne n'y va, le combatte à nouveau. Le tour du joueur vert est alors terminé, il récupère son personnage, ici il y en a là un à l'hôpital, allez il décide de payer pour le récupérer car c'est quand même très pénalisant de jouer avec un seul personnage, donc je paye 5, on me rend 3 de la banque, hop et je récupère mon personnage directement qui revient chez moi. Évidemment, il rend aussi l'épée, car l'épée ne marche qu'un seul tour, donc il remet l'épée et le dé ici, avant qu'on passe au tour du joueur suivant, le joueur jaune. Le joueur jaune, il a 2 personnages, il aimerait bien louer l'épée pour taper un monstre, mais il ne peut pas car il n'a pas du tout de sous, il va donc falloir qu'il choisisse autre chose, et tenter de récupérer un peu des sous. Là, il se dit, bon allez, tant pis, il y a quand même un petit peu de points à récupérer en déblayant une galerie. Pour déblayer la galerie, il faut que j'envoie mes 2 personnages à la fois pour la déblayer, et je gagne 2 pièces par galerie visible. Il y en a donc 2, je reçois donc 4 de la banque, ça me fera un petit peu de sous pour le tour suivant, que je récupère. Et ceci étant fait, ben malheureusement mon tour est terminé. Mais l'endroit où j'ai envoyé mes personnages pour déblayer, bien sûr, vont déblayer la tuile. Par contre, les autres tuiles de déblaiement vont rester là où elles sont. Évidemment, à la fin du tour, je récupère mes personnages qui ne sont pas à l'hôpital. Et ensuite, si on avait une carte de spécialiste face cachée devant nous, eh bien c'est maintenant qu'elle va revenir en jeu et être à nouveau disponible pour le tour. Alors, que se passe-t-il si un joueur n'a qu'un seul personnage disponible? Eh bien, il va devoir faire avec. Effectivement, l'autre est en maison de repos, pour l'instant, il ne pourra pas l'utiliser, il ne le récupérera qu'à la fin de son tour. Donc, en début de tour, est-ce qu'il peut louer l'épée? Non, il ne peut pas, car il n'a pas de sous, donc il ne pourra pas aller combattre de monstres. Ensuite, je choisis ce que je fais. Alors il y a aussi le comptoir qui se trouve ici. Un joueur peut choisir d'aller au comptoir pour donner des points de victoire afin de recevoir 5 pièces de la banque par point de victoire donné. Donc là, ce joueur pourrait parfaitement décider de donner la carte un point de victoire qu'il a devant lui pour recevoir donc une fois 5, et bien 5 de la banque. À ce moment-là, il prend 5 et c'est l'argent qu'il reçoit. Au comptoir, donc, il y a cette possibilité-là. Évidemment, s'il avait donné une tuile qui donnait 2 points de victoire, il aurait reçu 10 de la banque, etc. Mais il y a aussi la possibilité d'acquérir des points de victoire. Cette fois-ci, il faudra payer 5 à la banque pour acheter une petite plaquette qui rapportera 2 points de victoire. C'était aussi une possibilité, évidemment, si on a suffisamment d'argent. Ici, donc, il a fini son tour, il récupère donc, en fait, ses personnages. Celui-ci sort, puisqu'il ne l'avait pas payé au tour d'avant, et au tour après, il pourra jouer avec 5. Alors, à ce moment-là, à la fin du tour, quand on récupère ses personnages, il y a aussi la possibilité de recruter un mercenaire de façon à avoir 3 bonhommes. Ça coûte 5, c'est indiqué au centre du jeu, et il n'y a pas besoin de dépenser une action pour le faire, c'est à la fin du tour que ça marche. Donc là, à la fin de ce tour, le joueur peut dire « Ah, il me reste 5, et bien je décide d'utiliser les 5 pour recruter le mercenaire à ma couleur. » Effectivement, on en a un seul chacun au centre, et donc je vais pouvoir l'ajouter sur la 3e position de ma plaquette. Et ensuite, à chaque tour, je pourrai donc utiliser les 3 personnages, on ne les perdra jamais, et donc jusqu'à la fin du jeu, on aura 3 actions disponibles.
Alors parlons maintenant des autres spécialistes disponibles. Nous avons déjà vu en fait le premier, l'archéologue, qui coûte 2 et qui permet de regarder les 5 premières tuiles d'une pioche mais sans appliquer aucun effet en les regardant. Mais il y en a aussi un autre, la divinatrice, comme ceci, qui permet pour un coût de 3 de regarder 3 cartes consécutives n'importe où dans un paquet. Donc ça permet par exemple de regarder les 3 dernières cartes d'un paquet pour tenter de localiser les pierres magiques. Je vous rappelle qu'il y a 2 pierres magiques dans 2 paquets différents et qu'il va falloir tenter de récupérer ces 2 pierres magiques. Donc ça permet d'anticiper un petit peu en choisissant l'option de ce spécialiste. Troisième possibilité, prendre le spécialiste mineur qui va nous permettre de fouiller les 2 premières tuiles d'un site pour un coût de 5. Alors si un joueur choisit ce spécialiste, il va payer 5, il va prendre le spécialiste qu'il va mettre devant lui en plaçant évidemment un de ses personnages sur la piste de recrutement des spécialistes et immédiatement il va pouvoir choisir un tas et fouiller tout de suite les 2 premières tuiles d'un site. Alors attention, si on tombe sur des éboulements et des tuiles Kara, c'est-à-dire celles qui rapportent des sous, comme ici, eh bien ces cartes-là seront défaussées définitivement et le joueur ne gagnera aucun des bonus afférents à ces cartes. En revanche, si on retourne des tuiles qui font gagner de l'expérience, eh bien le joueur va les gagner normalement, et s'il retourne une tuile qui normalement envoie son aventurier à l'hôpital, eh bien ça ne sera pas le cas, il va gagner la tuile sans partir à l'hôpital, puisque le personnage qu'il a utilisé est sur la piste de recrutement des spécialistes et n'est pas devant une galerie. En revanche, si le mineur tombe sur un monstre, eh bien il n'y aura pas de combat, même si le joueur a l'épée. Par contre, il n'aura pas de blessure non plus, mais par contre, le monstre restera face visible et le joueur en question, en fait, ne gagnera rien, en fait, par rapport au monstre. On le laissera comme ceci, et en plus, ça terminera l'action du mineur, c'est-à-dire que là, par exemple, il ne piochera pas de deuxième carte. Enfin, si le mineur tombe sur une pierre de puissance, eh bien il la gagnera, et s'il tombe sur un coffre, il gagnera aussi le coffre. Enfin, pour les spécialistes, le dernier est l'imitateur. Alors l'imitateur, si vous le choisissez, vous allez pouvoir copier le pouvoir d'un autre spécialiste qui a été récupéré par un autre joueur. Imaginons que dans ce cas-là, ce joueur-là ait déjà utilisé l'archéologue et que j'ai envie d'utiliser le pouvoir de l'archéologue. Et bien à ce moment-là, je peux prendre le copieur. Je vais devoir alors payer le coût de l'archéologue, donc on regardera la carte combien est-ce qu'elle coûte. Elle coûte 2 pour l'archéologue, il faudra donc que je paye 2 à la banque, plus 2. On rajoute plus 2 en fait au prix du personnage que l'on copie, et ensuite on fait son pouvoir comme si on l'avait. Évidemment, on prend cette tuile devant soi, à la fin de son tour, comme les autres spécialistes, on la met face cachée, et ce n'est qu'à la fin du prochain tour qu'il reviendra ensuite en jeu. Alors, reparlons un petit peu des monstres. Vous aurez compris que si un joueur fouille pour observer, si un joueur décide d'observer et qu'il tombe sur un monstre, il peut décider de laisser le monstre face cachée sans le montrer aux autres joueurs ou de le révéler. Et dans le cas où il choisit de le révéler, il gagnera 2 pièces de la banque. Par contre, si le joueur fouille, c'est-à-dire qu'il décide de fouiller la première tuile et qu'il tombe sur un monstre, soit il n'a pas l'épée, et à ce moment-là, le monstre va blesser l'aventurier qui partira à l'hôpital, soit le joueur a une épée, et dans ce cas-là, il sera protégé contre l'attaque du monstre qu'il vient de fouiller. Mais il ne pourra pas le combattre. La seule façon de combattre un monstre, c'est de combattre un monstre qui est déjà face visible et de choisir d'aller l'attaquer, à condition évidemment d'avoir l'épée. Donc, si je sais déjà qu'il y a un monstre à aller combattre et que j'ai par exemple 2 aventuriers, je peux très bien choisir d'en envoyer un premier pour découvrir les cartes, observer les cartes. À ce moment-là, je peux retourner les cartes une par une, et je peux choisir de faire apparaître le monstre pour gagner 2.
Et ce n'est qu'avec le deuxième aventurier que je pourrai aller décider de le combattre grâce à l'épée que j'ai bien sûr sélectionnée en début de tour. Il ne faut jamais oublier que c'est avant de commencer à jouer ces aventuriers qu'il faut choisir l'épée, sinon c'est trop tard. Ensuite, pour combattre un monstre qui a une vie qui est à plus de 1, on a vu que 1, il suffit de faire une épée pour pouvoir le tuer, si on n'arrive pas, on part à l'hôpital, et à ce moment-là, le monstre reste en jeu. Par contre, pour tuer les monstres qui ont plus de 1, et bien à ce moment-là, si j'obtiens une épée avec mon aventurier, je mettrai en fait un dégât sur le monstre. Et immédiatement, j'aurai le droit de rejouer avec le même aventurier, hein, il suffit d'en envoyer qu'un seul, et je pourrai continuer le combat en essayant à nouveau d'obtenir des épées. Mais si j'obtiens en fait un hôpital, malheureusement, il partira à l'hôpital, et le monstre restera avec les dégâts qu'il y a. Et donc, les autres joueurs pourront profiter du fait que le monstre est un peu plus faible à battre. Si je n'ai pas encore utilisé un deuxième ou un troisième aventurier, je peux à nouveau choisir cette action pour aller continuer à combattre ce monstre-là. Malheureusement, bam, il part aussi à l'hôpital. Mais j'ai vraiment pas de chance car sur le dé, il y a seulement 2 faces hôpital et tout le reste, c'est des épées. Si j'arrive donc à faire encore une épée et puis encore une épée, et bien à ce moment-là, boum, le monstre sera mort et je gagnerai à la fois les sous immédiatement et les points de victoire que je placerai à côté de mon plateau de jeu pour la fin de la partie. Ensuite, nous avons les trésors. Lorsqu'un joueur fouille une pile et tombe sur une carte trésor comme ceci, eh bien c'est assez simple, il va défausser la carte et gagner la première tuile trésor qu'il va pouvoir révéler. En général, les trésors vous donnent beaucoup d'or que vous allez pouvoir donc prendre dans la réserve pour les mettre sur votre carte. Alors attention, dans les trésors, il y en a un aussi qui vous demandera de choisir soit de gagner 2 points de victoire, soit de gagner 5 pièces. Si vous décidez de gagner les 5 pièces, vous défausserez ce trésor à l'extérieur du jeu. Il y a aussi un trésor qui vous permet de gagner 20, mais vous fera moins 2 en nombre de points de victoire. Et enfin, il existe aussi un trésor qui est un peu spécial, c'est un monstre. Si jamais vous retournez cette carte trésor-là, eh bien vous allez devoir immédiatement combattre le monstre, même si vous n'avez pas d'épée. C'est spécial. À ce moment-là, vous allez devoir lancer le dé pour essayer d'obtenir 2 épées pour le tuer. Si vous y arrivez, vous piocherez une autre carte trésor et vous gagnerez 2 points d'expérience. En revanche, si vous n'arrivez pas à le tuer et que vous obtenez un symbole comme ceci, vous serez obligé de faire partir votre aventurier à l'infirmerie et malheureusement cette carte sera remélangée dans le paquet de trésors qu'on replacera ensuite au centre du jeu, et donc tant que ce coffre maudit ne sera pas tué, eh bien on risque de tomber dessus. Enfin, évidemment, nous avons les pierres magiques. Si un joueur, en fouillant, tombe sur une pierre magique, eh bien, il la gagnera, et donc il gagnera éventuellement 10 points de victoire à la fin du jeu, mais nous allons voir les différentes conditions de fin de partie maintenant. Alors, premièrement, si jamais on vide d'un 4e endroit, donc là par exemple le joueur fouille et récupère la dernière carte, et donc il y a 4 endroits de fouille qui ont été vidés, et aucun joueur n'a trouvé de pierre magique, c'est-à-dire que les pierres magiques se trouvent dans les 2 derniers tas qu'on n'a pas explorés, eh bien malheureusement la partie s'arrête et tout le monde a perdu la partie. Alors c'est quand même assez rare, hein. Méfiez-vous, si jamais vous voyez qu'il ne reste plus qu'une carte, eh bien c'est pas la peine d'aller fouiller si vous savez que ce n'est pas une pierre magique, car il faut absolument au moins trouver une pierre magique pour que la partie ne prenne pas fin avec la défaite de tout le monde. Autre possibilité, si on arrive à vider 5 piles de fouilles et qu'un seul joueur a trouvé une pierre magique. Donc là, par exemple, hop, je fouille à cet endroit-là, hop, c'est encore des points d'XP, je les gagne, on a vidé 5 sites et un seul d'entre nous a gagné une pierre magique, et bien malheureusement, la pierre magique ne sert à rien, la partie prendra fin quand même. La pierre magique ne sert à rien car on n'a pas trouvé la 2e pierre magique. Le joueur qui avait donc gagné cette pierre magique va la défausser. Il ne marquera donc pas 10 points de victoire pour celle-ci. Et par contre, on va comptabiliser tous les points de victoire accumulés par les joueurs, plus éventuellement ceux qu'ils ont acquis grâce à la fonction du comptoir, et celui qui a le plus de points de victoire gagne la partie.
Autre fin de partie qui est la plus courante, un joueur parvient à trouver la deuxième pierre magique alors que la première a déjà été trouvée par un autre joueur. Et bien à ce moment-là, tous les deux compteront leur pierre magique pour 10 points de victoire et celui qui en a le plus parmi les joueurs autour de la table remporte la partie. Vous l'aurez compris, la partie prend fin immédiatement dès que la deuxième pierre magique est découverte. On ne finit pas le tour, on s'arrête immédiatement et on compte les points. Enfin, dernière possibilité, un joueur trouve la deuxième pierre magique alors qu'il avait déjà la première, et bien là, il gagne tout seul directement la partie, on arrête, les points de victoire ne servent à rien. C'est ce joueur-là qui a réuni les deux pierres qui lui permettront d'obtenir la vie éternelle, et donc il a gagné directement. Alors attention, lorsque l'on comptabilise les points de victoire dans toutes les fins de partie qui permettent de les comptabiliser, vous obtiendrez aussi un point de victoire supplémentaire par tranche de 5 carats que vous avez réussi à récupérer en cours de partie. Donc si vous accumulez beaucoup d'argent, eh bien vous pouvez aussi vous faire des points de victoire supplémentaires, mais attention à ce que ça ne soit pas le même joueur qui récupère les deux pierres magiques, sinon il l'emporte et on n'a pas besoin de comptabiliser. Voilà donc pour Takara Island, un excellent petit jeu d'exploration, avec, vous l'aurez compris, un peu de mémoire, il faut se rappeler ce qu'on a vu, avec un petit peu de bluff, pour essayer de ne pas faire deviner aux autres ce qu'on a observé en regardant dans les galeries. Avec de la tactique, effectivement il faut choisir les bons spécialistes au bon endroit pour vite repérer où se trouvent les deux pierres magiques et éviter qu'un joueur ne se retrouve à gagner les deux pour ne pas qu'il gagne directement la partie. Voilà, rappelez-vous bien que le comptoir vous permet aussi, en plaçant un aventurier ici, d'acheter des points de victoire pour 5 pièces, alors qu'en fin de partie, si on comptabilise les points de victoire, 5 pièces ne vous donnera qu'un seul point de victoire, donc c'est intéressant aussi d'utiliser cette capacité en fin de partie. Et puis voilà, ensuite dans la règle du jeu, vous avez aussi un petit classement final si vous voulez voir par rapport au nombre de points d'XP que vous avez gagné, quel est le niveau que vous avez atteint en étant un héros de légende ou le nouvel Indiana pour les points intermédiaires. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une autre vidéo règle. Au revoir.